Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Allez, on part avec le sommaire. Sommaire, pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Après le match face au Bénin, des changements s'imposent-ils contre l'Uruguay? On en parle en actu. Excellente émission sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Voilà, nous sommes bien présents pour cette soirée sportive en votre compagnie. La question LGT de ce soir, je vous la donne donc. Amicale, après le match face au Bénin, des changements s'imposent-ils contre l'Uruguay? Le numéro de téléphone de la 3, vous connaissez, mais je vous donne quand même le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. Vous pouvez toujours précéder le négatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour l'émission de ce soir, je serai donc accompagné de Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Macri. Et Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, avec vous donc, messieurs, on sera ensemble pendant 90 minutes pour le décryptage de l'essentiel de l'actualité sportive. Allez, top départ donc avec LGT News. LGT News. Les 13e Jeux africains d'Accra pour démarrer les news de la semaine. 18 médailles au total pour la Côte d'Ivoire. Les 13e Jeux africains d'Accra au Ghana se sont achevés samedi dernier. La Côte d'Ivoire, présente à ce rendez-vous avec 9 disciplines sportives, a glané au total 18 médailles, dont 9 en argent et 9 autres en bronze. Le taekwondo a offert le plus de médailles. En effet, les 12 taekwondoïnes ayant participé à ce tournoi ont tous été récompensés par une breloque. Le judo, la lutte, le tennis ont complété le tableau ivoirien au niveau des récompenses. Il faut cependant noter qu'au classement général, la Côte d'Ivoire s'est classée 30e sur 45 participants. Loin derrière, l'Égypte, première, avec 191 médailles. Le Nigeria, deuxième, avec 121 médailles. Et l'Afrique du Sud, troisième, avec 106 médailles. Le Ghana, pays organisateur, est arrivé en 6e position avec un total de 68 breloques. LGT News. Lutte. Pas de JO pour Bakayoko et Yua. Bakayoko Céline et Yua Ami, les deux lutteuses ivoiriennes, ont vu leur rêve de disputer les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 se briser. En effet, lors du tournoi de qualification en Égypte, le week-end dernier, nos représentantes ont été désillusionnées. Pourtant, elles avaient bénéficié de moyens adéquats en préparant ce rendez-vous en France. Elles avaient même débarqué en terre égyptienne confiantes après leur belle prestation aux 13e Jeux africains d'Accra en remportant chacune une médaille. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles le souhaitaient. À noter que Bakayoko Céline et Yua Ami sont rentrées cet après-midi de leur périple. Elles espèrent la prochaine fois relever d'autres challenges qui se présenteront à elles. Voilà la question LGT de ce soir, amicale. Après le match face au Bénin, des changements s'imposent-ils contre l'Uruguay? Ce sera donc le sujet du débat dans l'actu. Et pour nous joindre, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Débrief des news, on commence avec vous, Roger Stéphane. Oui, les Jeux africains qui viennent de se terminer du côté du Ghana, avec le bilan des Ivoiriens. On était présent dans 9 disciplines. On a obtenu au total 18 médailles. On a été classé, on s'est classé 30e sur 45 participants. Bon, je voulais vraiment saluer le courage des athlètes ivoiriens qui ont participé à cette compétition. Oui. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour avoir ce résultat-là. Mais reconnaissons que la moisson est maigre. Elle est très, très mauvaise. J'avoue que le résultat-là, quand je regarde, d'abord, on n'a pas eu de médaille d'or. On a eu 18 médailles. 9 médailles d'argent et 9 médailles de bronze. On n'a pas eu de médaille d'or. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, on est classé 30e sur 45 pays sur le continent africain. Je trouve que c'est un très mauvais classement pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Alors, si on compare les médailles, par exemple, regardez, on a 18 médailles, pendant que l'Égypte a 191 médailles. Regardez l'écart. Le Nigeria a 121 médailles. L'Afrique du Sud a 106 médailles. Et la Côte d'Ivoire a 18 médailles. On est très loin de ces pays-là. Je ne comprends pas, moi, cette affaire. Alors, moi, je pose des questions.
Sommes-nous une grande nation de sport sur le continent africain? Est-ce que l'État fait suffisamment pour le sport pour qu'on ait un tel résultat? Qu'est-ce qui se passe dans nos fédérations? Est-ce que ça travaille dans nos différentes fédérations? Est-ce que nos clubs sont des vrais clubs qui sont équipés pour former véritablement nos athlètes pour aller à ce type de compétition? Et puis, est-ce que nos athlètes ont le niveau ou alors est-ce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions pour aller représenter notre pays à ce type de compétition? J'avoue que je pose ces questions et j'interroge toutes les entités. Je n'en loue pas une, toutes les entités. Maintenant, je pense que toutes ces questions-là méritent réflexion parce qu'on ne peut pas aller à côté de nous au Ghana, là, aux Jeux africains, avoir 18 médailles, aucune médaille en or et être 30e sur 45 pays. Voilà, je pense que c'est des questions qui méritent réflexion. Il faut qu'on fasse quelque chose pour le sport en Côte d'Ivoire. Franchement, vous avez bien dit, Roger Stéphane. On poursuit avec coach Alain Montaigu, les éléphantaux. Oui, effectivement, les éléphantaux sont en France depuis le week-end. Ils vont jouer le tournoi de Montaigu. J'ai eu la chance d'assister au moins à 2 séances d'entraînement. J'ai vu le groupe de Vasiliki, j'ai vu Didier Landry, j'ai vu tous mes amis là-bas, mes collègues en train de travailler dur avec ces jeunes gens. Et je pense que ce groupe qui est parti pour le tournoi de Montaigu, là, vraiment avec ce qu'on a vu, avec le travail qui a été fait, je pense qu'ils vont faire une très bonne compétition puisque l'année passée, ils étaient encore à Montaigu et la Côte d'Ivoire était vraiment bien représentée. Ils ont vraiment gagné des matchs qui étaient des matchs difficiles pour eux. Ils vont commencer contre la France et je sais que ces enfants-là, ils ont beaucoup à gagner. Ils ont vraiment progressé pendant ce stage-là et je suis sûr que la Côte d'Ivoire va revenir quand même à une meilleure place. Ah, on espère qu'il reviendra avec de bons résultats. Un détour maintenant en Angleterre. Ballot. Oui, pour parler de la légende Sven-Göran Eriksson, l'ex-sélectionneur des Full Lions de 2001 à 2006, âgé de 76 ans aujourd'hui, a réalisé son rêve, c'est-à-dire entraîner le temps d'une rencontre caritative, les Reds de Liverpool. Il faut rappeler que c'était dans le cadre d'une rencontre entre les légendes de Liverpool et les légendes de l'Ajax d'Amsterdam. Ouais. Et il faut rappeler également que Sven-Göran Eriksson s'est vu diagnostiquer un cancer du pancréas. Et en janvier, les médecins lui ont annoncé qu'il lui reste 1 an seulement à vivre. D'où l'importance de lui avoir fait vivre ce rêve qu'il caresse depuis des lustres. Donc ça a été véritablement émouvant. Il faut savoir que sur le banc, il était accompagné par des légendes comme Ian Rush, comme John Barnes, comme Aldridge. Mais également, il faut rappeler que c'est un sélectionneur qui a été lié aux éléphants de Côte d'Ivoire lors de la Coupe du Monde 2010. Et moi, ce dont je me souviens lors de cette Coupe du Monde, c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui a su tenir la dragée haute au Portugal de Cristiano Ronaldo. Avec une équipe tactiquement très au point. Lors de cette rencontre, il a eu même à repositionner Didier Zokora, qu'on a souvent vu en milieu de terrain, en défense centrale lors de ce match-là, et ça s'était bien passé. Donc ça prouve que c'est un sélectionneur qui a du flair et qui a véritablement du talent en ce qui concerne les clubs. Il a entraîné des clubs comme la Sampdoria, comme la Roma également, comme Leicester City. Oui, la Roma également, la Roma. Oui. Donc c'est un coach exceptionnel et je tenais en tout cas à lui rendre hommage par rapport à l'ensemble de sa carrière. Bon, nous rendons donc tous hommage, alors, Ballot. Et poursuivons en football, les éléphants champions d'Afrique en concentration à Lens. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont retrouvés du côté du nord de la France, à Lens, une ville qui est chère à Seko Fofana, pour se concentrer avant leur opposition au stade Bollaert face à l'équipe de l'Uruguay. Il faut dire que c'est une rencontre qui est énormément attendu du côté des éléphants de Côte d'Ivoire, se frotter à l'une des meilleures nations sud-américaines, emmené par un coach légendaire également, Marcelo Bielsa. Du côté de l'Uruguay, on scrute un temps soit peu les joueurs disponibles. Pour l'instant, je pense que pratiquement tout le groupe sera présent, à part Arroyo, le défenseur du Barça qui a été libéré par son sélectionneur national. Ils auront Valverde, ils auront pratiquement le gros contingent de cette formation. C'est vrai que, bon, on va en parler dans le corps de l'émission tout à l'heure, la prestation face au Bénin a fait grincer certaines dents, mais les éléphants ont toujours su se montrer à la hauteur face à des adversaires de ce calibre-là. Donc à Lens, ils sont dans un environnement qu'ils maîtrisent parfaitement et j'espère que tout va bien se passer pour les nôtres. Ben, on espère que tout va bien se passer, n'est-ce pas, coach Alain? Oui, on espère bien que tout va bien se passer parce qu'après le match qu'on a vu contre le Bénin, je pense que les enfants, les jeunes là ont envie de montrer quelque chose de positif devant cette équipe d'Uruguay. Une équipe de Côte d'Ivoire n'a jamais aligné 2 mauvais matchs amicaux, jamais. Et je pense que cette fois-ci, ils vont sortir
le sélectionneur Faye va sortir un groupe homogène, il va sortir une équipe compétitive, une équipe qui va montrer de quoi, du fil à retordre dans cette équipe d'Uruguay, parce que cela, il va aussi de nous-mêmes, de notre standing où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes champions d'Afrique, donc il y a des choses qu'il faut corriger. Et je pense bien que pendant cette émission, nous allons parler en long et en large de tout cela. Bien sûr, vous l'avez dit, on en parlera donc en long et en large tout à l'heure dans l'actu, surtout de ce soir avec la question LGT, amicale. Après le match face au Bénin, des changements s'imposent. S'imposent-ils contre l'Uruguay? Le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3. On marque une petite pause, juste le temps de la pub, et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, nous sommes lundi soir et nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport pour votre émission La Grande Team. Et nous passons maintenant au focus. Pour leur sortie en amicale sous les ordres du tout nouveau sélectionneur Boubacar Sanogo, les éléphants espoirs, oui, sont tombés devant leurs homologues français 2-3. Retour sur ce match amical, mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. Voilà, bon, messieurs, après cet élément et après surtout le match qu'on a pu voir sur la 3, quel enseignement vous tirez justement de ce match amical éléphant espoir face aux Bleus? Roger Stéphane. Non, que de bons enseignements. Vraiment que de bons enseignements. C'est vrai qu'on a perdu 3-2 et puis c'est une défaite frustrante parce que oui, on a mené pendant longtemps pour à la fin se faire battre 3-2. Mais en tout cas, je tire de très bons enseignements. Le premier, c'est qu'on a joué sans complexe. Moi, sur papier, j'étais très inquiet pour nos U23 face à cette équipe de France qui a de très bons joueurs. Mais sur le terrain, on a joué sans complexe. Ça, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, on a eu une bonne réaction. La bonne réaction, c'est qu'on a été mené rapidement. Et puis, on a su égaliser. Ensuite, mener au score. Il y a une très bonne réaction de nos garçons qui n'ont pas paniqué quand on était menés, qui ont continué à jouer au football. Troisièmement, on a des garçons qui sont très doués. Il y a vraiment de la bonne graine, de la qualité dans ce groupe-là. Le jeune latéral droit, Zobeluk, était très bon. Le deuxième latéral gauche, Akpa Clément, était très bon. Et mes préférés, Aboulaye Traoré au milieu de terrain, Beignet Traoré, et sur le front de l'attaque, le petit Bamba. Donc il y a des garçons extrêmement doués, mais vraiment très brillants dans cette équipe de U23 qui, à chaque touche de balle, à chaque action, donnait du plaisir et démontrait qu'ils avaient vraiment de la qualité. Et puis enfin, le dernier élément, c'est qu'il y avait un très bon collectif. C'est une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer beaucoup de tournois, un peu comme l'équipe de France. Mais on a vu un très bon collectif. Les lignes étaient très bien organisées, une défense un peu disciplinée, le milieu était très bon. Devant, il y avait des actions, des phases de jeu, touches de balles rapides à 2 à 3. Vraiment, c'est une très belle équipe. Mais malheureusement, la défaite est passée par là, une défaite un peu naïve, qu'il m'excuse, un peu idiote, mais les garçons vraiment ont de la qualité. Donc, je tire de très bons enseignements. Seulement qu'un tel groupe, il faut le maintenir, il faut le faire travailler davantage, il faut le faire jouer ensemble régulièrement. À ce rythme-là, je pense qu'on est parti pour construire une très belle équipe. C'est un peu dommage qu'on ait été éliminé pour les Jeux Olympiques quand Faye avec cette équipe en main. C'est un peu dommage, mais il y a vraiment de la qualité, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Quand on a vu les 90 minutes face aux Bleus, bravo, chapeau aux garçons, même s'ils ont perdu 3-2, ils nous ont fait plaisir. En tout cas, vous, Roger Stéphane, malgré cette défaite face aux Bleus, vous avez été très satisfait? Ouais, très, très satisfait. D'accord, de l'équipe des éléphants espoirs. Jean-Philippe, quel enseignement vous tirez justement par la fin, on dira que c'est dommage parce que cette génération-là, on ne la verra pas évoluer ensemble pendant les JO. Pendant longtemps. Parce que dans 4 ans, la quasi-totalité de ces garçons auront dépassé la limite d'âge, donc les 23 ans. Donc on est en train de préparer peut-être l'antichambre des futurs A. Des futurs A pour les Coupes d'Afrique de 2025, pour la Coupe d'Afrique de 2027. On a vu certains garçons qui étaient très intéressants, qui pourraient tout simplement venir renforcer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, l'équipe nationale A.
Voilà, quand on essaie de comparer par rapport à la sélection A, on a vu que Ghislain Koné était un tout petit peu seul sur son côté et on a découvert un garçon, Akpa Clément, qui a vraiment séduit beaucoup de personnes. Maintenant, c'est vrai qu'avec sa jeunesse, il a commis certaines erreurs, notamment d'appréciation. Et je pense que ce sont des choses qui vont être peut-être corrigées tant en club que peut-être s'il atteint le niveau international avec les A. Ce qui m'a le plus marqué dans cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est surtout la circulation de balles. Circulation assez rapide qui a beaucoup gêné les Français. Ils ne s'y attendaient pas du tout. On sait que les jeunes Ivoiriens sont naturellement techniques, mais il était rare de voir nos jeunes sélections jouer autant collectif. Généralement, c'était des percées individuelles, des tentatives individuelles d'aller créer le danger. Mais là, on a senti un collectif, un véritable collectif. Et j'ai commencé à penser quand même à l'entraîneur Boubacar Sanogo, qui était à sa première piche, qui est le responsable de l'équipe U17 de l'Union de Berlin, un club allemand qui a fait sa formation en Allemagne. On a senti quand même une certaine rigidité dans le jeu au niveau de, je dirais, des consignes tactiques de l'entraîneur. Et c'est une excellente chose. Ça permet aux garçons de grandir tactiquement. Et puis, il y a eu également cette réactivité concernant les deux bourdes, hein, je l'ai dit clairement, du gardien des éléphants de Côte d'Ivoire, qui n'a pas hésité à remplacer pour mettre un tout jeune de 17 ans. Voilà, c'est un entraîneur également qui, je dirais, qui est prompt à réagir quand il sent qu'un joueur est en difficulté. Maintenant, bon, malheureusement, on a fait preuve de beaucoup trop de manque de lucidité devant les buts, ce qui nous a causé cette défaite. Mais bon, on espère revoir ces garçons peut-être dans d'autres circonstances. Moi, je l'ai dit, penser à un collectif qui va jouer pour jouer, ça ne m'intéresse pas. On va scruter la prochaine CAN des U23 et puis pourquoi pas espérer voir les meilleurs d'entre eux intégrer rapidement l'équipe A. En tout cas, messieurs, revenons surtout aux changements opérés par le coach, justement, Boubacar Sanogo. Est-ce que c'était des changements nécessaires, coach Alain? Ben, écoutez, moi je pense que dans ce genre de match amicaux-là, on n'est pas obligé de faire tourner pour faire tourner. On n'est pas obligé de faire des changements pour peut-être voir un ou bien deux joueurs qui, ma foi, peut-être qu'ils nous ont marqué, qu'ils ont produit quelque chose de positif pendant les entraînements. Je pense que quand il y a un groupe homogène qui est en train de produire un bon football, qui tient la barricade déjà à cette équipe de France, vous n'avez simplement qu'à les encourager, à les replacer, à les communiquer votre âge, votre haine de vaincre, tout ce que vous voulez. Maintenant, quand vous faites des remplacements et que ces remplaçants-là viennent désorganiser votre équipe complètement, je pense que là, donc, il n'y avait pas sa place de faire des remplacements. C'est vraiment sa première sélection, c'est vraiment son premier match amical, comme on peut lui concéder cela, mais je pense qu'il va falloir qu'il fasse très attention parce qu'en Côte d'Ivoire, ça ne pardonne pas. C'est clair, la Côte d'Ivoire, les éléphants espoirs qui menaient au score avant justement ces changements-là, Balo. Oui, absolument. Donc ça pose aussi le problème de la gestion du match. C'est vrai qu'il y a eu les remplacements, mais avant les remplacements de Boubacar Sanogo, on a péché par manque d'efficacité. Parce qu'avant ces remplacements, il y a eu un nombre d'occasions. Si elles avaient été concrétisées, je pense que la Côte d'Ivoire serait à 3 voire 4-1. Et les changements n'auraient pas impacté le niveau de jeu. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui doit progresser au niveau de l'efficacité. Sinon, au niveau technique, là, il n'y a rien à dire. Sincèrement, sur les sorties de balles, le jeu en triangle, le jeu court, c'est une équipe qui a montré de très, très grandes capacités, mais surtout des joueurs intrinsèquement doués, hein, ligne par ligne, je pense que Jean-Philippe et Roger Stéphane sont assez revenus là-dessus. Mais moi, je vais m'appesantir un peu plus sur ce qu'il y a à améliorer. J'ai parlé tout à l'heure de l'efficacité, mais moi, je dirais également la gestion du match. La gestion du match implique le fait de pouvoir, à un moment donné, contenir l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a eu les bourdes du gardien, mais derrière, on n'a pas su également contenir cette équipe de France sur cet temps fort, notamment avec l'entrée de l'autre côté français d'un joueur comme Rayam Cherki, qui avait une grande liberté en milieu de terrain de faire ce qu'il voulait faire, d'envoyer de bons ballons en profondeur. Également, on a eu l'entrée de Sildilia, le latéral français, qui a apporté beaucoup. On a eu Enzo Mio, côté français. Donc là, je pense qu'au niveau de la gestion, ils ont péché peut-être par inexpérience, mais c'est des choses qui peuvent, pour moi, à mon avis, se corriger dans les années qui viennent. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, le coach a parlé de la gestion du match, des remplacements peut-être qui n'étaient pas opportuns, mais moi je regarde quand même ceux qui sont entrés. Zongrada Mohamed, on le connaît ici.
Il a joué le Chan, c'est un garçon en 6 qui est capable quand même de tenir un adversaire. Il rentre face à Ryan Cherki, on a l'impression qu'il est surpris d'être sur le terrain. Ben, l'entraîneur doit se poser des questions. C'est quand même un garçon qui a une très grande valeur. On prend un garçon comme Kone Amadou, issu de AFE, qui était en équipe de jeunes du Mali, et aujourd'hui qui a une très bonne cote. On le fait rentrer pour l'entraîneur. Quand je le fais rentrer, c'est pour qu'il puisse apporter. Ainsi, ça avait une belle taille. Et également, il est apathique sur le terrain. Assoumou Jaurès qui rentre parce que Kone Mohamed a des signes de fatigue, qui a un bon gabarit, il est incapable de s'imposer. C'est vrai, moi j'estime que ceux qui sont rentrés n'ont pas apporté énormément, mais est-ce véritablement la faute de l'entraîneur qui a sa première sélection? Et je ne pense même pas que ce soit lui qui ait sélectionné ces garçons. Mais je pense que c'est à ces garçons-là d'élever également leur niveau de jeu. Parce que c'était inconcevable pour moi, étant donné que le système n'a pas changé, que Ryan Cherki puisse se balader comme ça entre les lignes. Alors qu'on a quand même 2 récupérateurs qui étaient sur le terrain et qui pouvaient faire le boulot. Bon, là, peut-être que c'est le technicien qui va mieux m'expliquer cet élément que je ne comprends pas très bien. Mais pour cette rencontre, je ne pense pas que l'entraîneur ait fait peut-être le mauvais choix de remplacer. C'est pour moi les joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, ceux qui sont rentrés, qui n'ont pas été à la hauteur, pour moi. Mais parce que quand même, contrairement à ce que dit coach Alain, c'est que ce type de match amical vous permet de voir beaucoup de garçons. Donc forcément, vous faites des remplacements. Parce que vous prenez une sélection en main, il y a un match important, il y a des garçons, ils avaient une idée derrière la tête, mais après, vous êtes obligé de faire un remplacement. Deuxièmement, c'est que devant, Thierry Henry aussi, il fait du coaching. Il fait beaucoup de remplacements, Thierry Henry. Donc vous aussi, vous êtes obligé d'apporter un peu de fraîcheur physique pour répondre aux décisions, aux choix tactiques opérés par Thierry Henry. Maintenant, les garçons qui sont entrés n'ont pas été à la hauteur. C'est eux qui cassent le jeu parce que quand ils sortent Bamba et Beignet, le jeu des éléphants se casse un peu au milieu du terrain. Parce qu'au milieu, on avait le ballon avec la technique de ces 2 garçons. Donc quand ils sortent Bamba et Beignet, il y a quelque chose qui se casse. Mais bien au-delà, comme dit Balo, ce match, on aurait pu le plier très rapidement. Parce que l'autre fait, c'est qu'on a manqué beaucoup d'occasions de but. 4e minute, il y a une action de Bamba. 6e minute, il y a une frappe de Akpa. 27e minute, il y a une action de Beignet. 29e minute, il y a Koulibaly Lasso. 35e minute, il y a une passe de Beignet avec un loupé. Voilà, puis après, vous avez les 2 buts. 46, 50, 64 minutes. Énormément d'occasions. Donc, il y a eu tellement d'occasions de but. On les aurait concrétisées qu'on aurait gagné ce match 5-3 ou 4-3. Donc, je pense que dans le film du match, ce qui s'est passé est normal. Faire des remplacements, faire respirer les garçons, voir certaines en situation, répondre à un schéma tactique qui vous est opposé par l'autre entraîneur, l'autre sélectionneur, c'est bien. Seulement que ceux qui sont entrés n'ont pas été aussi bons que les premiers sur le terrain. Et malheureusement, il y a eu un ressort cassé. Les Français en ont bien profité, notamment Cherki. Son entrée a fait énormément de bien à l'équipe de France. C'est lui qui envoie la passe en profondeur dans notre défense axiale qui amène le but. Sinon, je pense que pour les remplacements, ça m'a l'air logique d'avoir payé quelques remplacements. D'accord, très bien. C'est bien noté. Coach Alain, qu'est-ce que vous avez à dire justement par rapport à Roger Stéphane et puis Jean-Philippe qui insiste pour dire mais écoutez, moi, nous, en tant qu'entraîneur, ce qui nous intéresse dans ce genre de match, c'est le contenu. C'est le contenu qui nous intéresse. Je pense qu'en première mi-temps, si on veut parler à 70 minutes, on a eu un très bon contenu. Maintenant, comme Roger le dit, comme l'autre le dit, c'est vrai, on fait des remplacements pour vraiment apporter un sang neuf. Vous savez que dans certains matchs amicaux, il y a des joueurs, quand vous connaissez tous vos joueurs, il y en a qui ne sont pas bons en tant que remplaçants, il y en a qui sont bons en tant que remplaçants. Donc déjà, ça donne une idée claire aux sélectionneurs qui viennent d'arriver. Ça doit lui donner une idée claire. Parce qu'un gamin comme Zungrana, je ne pense pas que c'est un très bon remplaçant. C'est quelqu'un, quand il commence un match, il monte en puissance. Donc déjà, quand il est remplaçant, le temps qu'il va rentrer déjà dans le match, ces minutes-là, il vient toujours en retard. Donc, le sélectionneur est mieux placé. Je pense qu'il a le temps de revoir encore ces jeunes-là. Il peut organiser un deuxième match amical où il va revoir ces jeunes qui sont rentrés à mi-temps. Est-ce que je peux commencer avec eux pour voir ce que ça va apporter? Et après, il aura le temps de tirer ses conclusions pour voir avec qui il va continuer, ou bien qui va partir, ou bien qui va rester. Pour savoir comment les disposer. Voilà. Oui, Balo. Oui, juste ajouter que je pense qu'on peut se servir de ce qui s'est passé lors de ce match face à la France, pour pouvoir rebondir plus tard. Et pour moi, véritablement, globalement, c'est une équipe, tenir tête à une équipe comme la France, qui est sur une bonne dynamique, avec Thierry Henry, qui a plus de victoires que de défaites, surtout en éliminatoire de l'Euro 2025. Je pense que c'est une très très bonne note pour l'avenir. Et ensuite, par rapport aux bonnes notes, il y a
Deux joueurs moi, qui m'ont marqué, dont on n'a pas parlé, c'est Aoussou Ange, le défenseur central, qui a fait pour moi un très très bon match. On a également Diaz Mitchell, son compère de la charnière centrale, qui s'est très très bien comporté. Donc déjà, au niveau de ces U23, on a de potentiels joueurs en défense centrale qui peuvent espérer monter dans les années qui viennent. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et on a aussi Conan Ivan, à tout juste 17 ans. Il a opté pour son pays d'origine. Donc, deuxième gardien évoluant avec la réserve de Lyon. Commentaire? Oui, c'est une excellente nouvelle quand ces garçons-là se déterminent assez tôt. Lui, par contre, il va beaucoup apprendre de cette expérience. Lui, il pourra peut-être prétendre aux prochains Jeux Olympiques. Il va grandir normalement avec ses U23. Il va connaître l'environnement local. Et puis, on va lui souhaiter simplement d'avoir une très belle carrière à l'international. Quand on regarde aujourd'hui, je dirais, tous les gardiens qui ont joué pendant cette compétition, on en a eu 4. Il y avait normalement 6 de prévus, mais on en a eu 4 finalement parce que Sangaré et Folli n'ont pas pu se rendre en Europe. On a 4 gardiens quand même qui évoluent en Europe, qui ont de très bonnes références en termes de centre de formation. On a le gardien titulaire qui a été formé, je crois, à Angers, si ma mémoire est bonne. On a, comme il s'appelle, Koné Mohamed, qui était formé au Havre, qui est l'un des meilleurs centres de formation de la France. Voilà, bon, on a Issa Fofana, j'ai dit 4, mais lui, bon, il était formé ici, il est à Al Hilal, à San Pedro, mais avec Ivan, ça fait 3 gardiens quand même formés à l'international. Et puis, il y en a d'autres, bien évidemment, qui n'ont pu être appelés, comme Nicolas Thier et autres. Il y a Guillaume Rest, bon, lui qui a fait le choix de la France, mais on va regarder, on va scruter. C'est bien qu'Ivan se soit déterminé, on va espérer simplement qu'il puisse poursuivre sa progression et puis pourquoi pas à terme, devenir l'un des cadres de la sélection nationale. Et finalement, messieurs, quelle est la place des locaux, justement, dans cette sélection, Roger Stéphane? Voilà. Ben, on va regarder encore. Hein. Il y a tellement de bons joueurs dans le groupe. Hein, parce que ce qu'on a vu là, il y a de la qualité maintenant, les joueurs locaux. Après, il faut aller regarder. Il y a quelques garçons qui peuvent inspirer. Il y a Konaté Vali. Voilà, il y a Vali qui est là, qui est dans le championnat local qui est là. Donc oui, il y a de la place à prendre. Maintenant, après, on va voir ce que Sanogo va faire parce que je pense que maintenant, il sera le grand patron, c'est lui qui va faire sa liste, etc. etc. Mais j'avoue que de façon globale, ce groupe-là est très intéressant. On va se le répéter encore, le groupe est très intéressant. Il y a beaucoup d'avenir dedans. Maintenant, après, on n'a qu'un seul match aussi. Puis c'est contre la France, donc on ne va pas trop monter. Mais on a vu de belles choses. Maintenant, après, il faut dans la confirmation, dans le travail, dans la régularité avec ces garçons. Et puis je pense qu'ils pourront donner de très bons résultats. Mais si vous me permettez rapidement, quand même, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, il y a plusieurs joueurs qui sont passés par le championnat local. Hein. Ce ne sont pas que des binationaux. Fofana Issa, je dis qu'on s'appelle Mel, Fofana Issa, Beignet, Bamba Mohamed, on a Vali qui est encore en championnat, il y a Zourada Mohamed, Zobé. Il y a beaucoup de garçons qui sont passés par le championnat local. Ça prouve qu'ici également, la formation est toujours de qualité. Et puis bon, ces garçons-là vont se performer maintenant quand ils signent en Europe. Donc ils ont toujours un lien avec le championnat local. Oui, rapidement. Non, moi, j'aurais voulu avoir un deuxième match amical. Comme ça, on allait voir ceux qui n'ont pas eu le temps de jeu. Surtout le petit gardien, là. J'aurais voulu un deuxième match amical pour le revoir, Ivan. Et je pense que dans un deuxième match amical, il a le temps de grandir, de progresser. Et puis d'autres aussi ont le temps de corriger leurs lacunes. Mais c'est déjà de bonnes guerres d'avoir ce groupe-là de qualité avec des enfants qui sont en train de monter en puissance. C'est ce qui est d'abord, c'est ce qui nous réjouit, puisqu'ils sont en train de frapper à la porte de l'équipe A. Ça donne du courage à ceux qui sont devant là-bas de travailler dur, parce que les places vont coûter cher très bientôt. D'accord. En tout cas, vous êtes tous unanimes sur la qualité, justement, de l'équipe des éléphants espoirs. À la fin de la rencontre, MS Faye, l'ancien, justement, coach des U23, était dans les vestiaires pour encourager l'équipe. On regarde. Malgré le résultat, on a vu des bonnes choses. On a vu des bonnes choses, donc c'est encourageant. Parce qu'en face, c'était pas n'importe quelle équipe. Hein. Ils avaient des joueurs qui brillent dans les plus grosses équipes européennes. Donc c'était pas évident, mais vous avez fait un très bon match. Il reste des petits détails, les petits détails du haut niveau. Les petits détails qui vont faire gagner des matchs importants comme ça. C'est les petits détails qui nous a manqué ce soir. Mais dans l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire, c'était intéressant. Donc félicitations. On va continuer à travailler, on va continuer nous à vous regarder, à vous suivre. Parce que vous êtes le futur de la Côte d'Ivoire, vous êtes dans l'antichambre de l'équipe première. Donc continuez à vous battre en club, continuez à être performant, continuez à travailler. Ce qu'il y a à travailler pour arriver
chez nous là-bas. Mais en tout cas, c'était bien. Voilà, donc c'était le coach MS Faye qui était allé soutenir ses ex-poulains. Ballot, impression? Oui, en tout cas, moi, là, ce qu'on retient, c'est qu'il a dit qu'il a conscience que c'est l'antichambre de la sélection et qu'il a un regard sur ces jeunes-là. Parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est est-ce que nous, on aura plusieurs options sur la table? Est-ce qu'on aura des alternatives? Et ça fait du bien de savoir qu'on a un sélectionneur qui ira piocher au niveau des U23 pour donner du sang neuf à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc moi, c'est ce que je retiens de bien dans ce qu'il vient de dire. Moi, je retiens sa force. Quand vous écoutez Faye, il est fort, il est serein, il sait de quoi il parle, il sait où il va. Il connaît ce groupe. Hein, bon, malheureusement, ça avait lui qu'on a été éliminé sur la route des JO. C'était pas le Niger, non? C'était lui. Mais c'est pas bien grave. Après, il a gagné la CAN, c'est très bien. Donc, il est là. On sent vraiment le patron. Et puis, c'est le vrai discours, ça. On vous a suivi, vous avez fait un bon match. Il y a des petits détails. Maintenant, on vous regarde, vous êtes dans l'antichambre. C'est vous l'avenir. Bravo. C'est un très beau discours. Je pense que quand on est jeune, qu'on entend ça, on se dit avec celui-là, on peut aller loin. Donc, discours parfait. C'est très bien ce qui se passe en ce moment. Parce que j'ai vu derrière aussi toute la délégation de la fédération. J'ai vu 2 vice-présidents, Malik Toé et le président Koné. Bon, on sent que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se faire autour de la sélection des équipes jeunes. Bon, c'est bien. Beaucoup d'encouragement. Messieurs, continuez comme ça, c'est très bien. Voilà, on marque une petite pause, hein, messieurs. Dans quelques instants, on ouvrira le téléphone pour le débat de ce soir. Allez, à tout de suite. Je dis ça, je dis plus rien. Sur les 3, on s'engage. Tu tournes à droite et puis à la fin tu mets. Playlist Ivoire. On a poussé jusqu'à. Tu as des cabris, la plupart aiment passer la vie, ils se connaissent. Playlist Afrique. Ça va péter. Playlist Inter. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna sing, fuck up the vibe, my big star. Si tes diamants renouez avec tous vos goûts musicaux sur les 3. Les 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Allez, de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons à présent à l'actu de ce soir. La question LGT amicale après le match face au Bénin, des changements s'imposent-ils contre l'Uruguay? Vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99 et aussi en écrivant sur la page Facebook de la 3. La sélection ivoirienne va devoir montrer un tout autre visage face à l'Uruguay ce mercredi après le match nul concédé devant le Bénin samedi dernier. Alors le sélectionneur MS Faye va-t-il revoir ses plans? Bon, regardons cet élément préparé par la rédaction et après nous on en parle sur le plateau de la Grande Team. Voilà, donc, messieurs, on ouvre le débat. Je vous pose la question à LGT. Donc, après le match face au Bénin, des changements s'imposent-ils contre l'Uruguay? À vos panonceaux, oui ou non? Et puis après, vous pourrez argumenter vos réponses. On a donc oui pour tout le monde. OK. Ballot. Oui, d'abord, il faut savoir qu'on estime, en tout cas, j'estime que des changements s'imposent parce qu'il y a eu des failles. Défensivement parlant, on a eu une équipe de Côte d'Ivoire qui s'est fait surprendre sur contre-attaque à cause d'une bourde, d'une perte de balle en milieu de terrain. Donc, ça implique la présence de défenseurs un peu plus rapides pour couvrir d'éventuelles bourdes. Et pour ce faire, on l'a déjà annoncé, c'est le retour d'Odilon Kosonou. C'est vrai qu'il revient dans le groupe, mais moi, j'aimerais le voir carrément titulaire lors du match face à l'Uruguay. Parce que face à l'Uruguay, on aura affaire à des attaquants comme Pellistri qui sont très vivaces. Donc, sur les contre-attaques, il va nous falloir des défenseurs rapides pour effectuer un repli défensif efficace pour éviter que ce qui s'est passé face au Bénin se reproduise. Au niveau du milieu de terrain, clairement, on a manqué d'inspiration au niveau de l'organisation du jeu. On a annoncé Jérémy Boga comme milieu offensif.
qui s'est très souvent projeté vers l'avant. Donc il y avait une certaine forme de jeu hybride de Jérémy Boga. Est-ce qu'il organisait vraiment le jeu ou est-ce qu'il était porté vers l'offensive? Ça paraissait un peu flou. Donc pour moi, je vois l'arrivée là d'un milieu offensif véritable, capable de pouvoir organiser le jeu Lazare Amani. Maintenant également, il faut revenir sur, au-delà des choix des hommes, il faut revenir sur un certain nombre de lacunes qui se répètent dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, il y a une chose étrange qui se passe dans cette équipe lorsqu'elle a le ballon dans sa propre moitié de terrain ou aux abords de la surface de réparation, c'est qu'il y a des joueurs qui veulent à tout prix garder le ballon, alors qu'il y a des possibilités soit d'allonger ou de relancer avec un coéquipier juste à côté, mais à chaque fois, il y a cette envie incroyable de garder le ballon. Donc ça, il faudra que ça cesse, il faudra que ça change dans l'attitude. Au niveau de l'attaque, clairement, l'enseignement qu'on peut tirer de ce match face au Bénin, c'est que l'entrée, par exemple, d'un joueur comme Oumar Diakité et de Guéladoué ont changé les choses positivement, dans le bon sens offensif du terme, parce que lorsque ces deux joueurs sont entrés, moi j'ai pu observer une très belle collaboration offensive entre Oumar Diakité et Guéladoué. Donc ces joueurs-là, pour moi, doivent également être alignés face à l'Uruguay. Donc de la défense à l'attaque, des failles observées lors du match face au Bénin me font dire qu'il y a du sang neuf à injecter au moins dans tous les compartiments de jeu. Et ça doit se faire ce mardi, je pense. D'accord, ça doit se faire ce mardi. Donc pour vous, des changements s'imposent pour le match face à l'Uruguay. On a un appelant qui nous appelle justement de Dieucoué. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à toi. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Ravi de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Oula. Bon, d'accord. Je pense que ça va. On peut continuer. Donc, on vous écoute par rapport à la question LGT. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Après le match face au Bénin, des changements s'imposent-ils contre l'Uruguay? Oui, le match contre l'Uruguay, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension mondiale. Donc, des changements s'imposent. Est-ce que vous pouvez... Excusez-moi d'abord, monsieur, avant de poursuivre. Est-ce que vous pouvez éteindre votre télé, carrément? Parce qu'il y a un décalage. Si vous pouvez éteindre votre télé, sinon on sera obligé de raccrocher. Voilà, on vous écoute. Allô? Il va véritablement récupérer ses joueurs au niveau de la condition physique. Moi, c'est ce que je vois. Bon, on ne vous avait pas entendu du tout, donc si vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Allô? Oui, si vous pouvez reprendre. Bon, malheureusement, vous pouvez rappeler, parce que là, pour l'instant, la liaison n'est pas bonne du tout. Donc, rappelez-nous, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. Après le match face au Bénin, des changements s'imposent-ils contre l'Uruguay? C'était oui aussi pour Coach Alain. Effectivement, des changements s'imposent, parce que quand on voit certains joueurs à qui on a fait confiance pour le match contre le Bénin qui sont venus... Pour moi, excusez-moi, pour moi, d'autres sont venus comme des touristes parce qu'ils n'ont rien montré de ce qu'on attendait d'eux. Malheureusement pour eux, je pense qu'ils étaient plus à la fête que Mas Gradel même qui partait à la retraite. Non, attendez, écoutez, c'est quand même la Côte d'Ivoire qui joue là. Et puis on est en sélection A, on n'est pas en U23 ou bien en U20 pour... À part Mas Gradel et puis on est champion d'Afrique. Et puis on est champion d'Afrique en plus. Donc il y a certains joueurs quand même, je pense que dans cette équipe nationale, il faut qu'on se respecte. Il y a certains joueurs qu'on ne doit plus appeler. Ça c'est de 1. Je suis peut-être quand même dur, mais... Comme quel joueur comme ça? Je n'ai pas besoin de citer des noms, ils se connaissent. Ah bon? Oui, ils se connaissent. Ça c'est de 1. De 2, il faut que cette équipe nationale commence à se faire respecter. Il faut qu'on commence à respecter notre équipe nationale. C'est vrai, on est champion d'Afrique. Il ne faudrait plus qu'on appelle des joueurs parce qu'il faut appeler. Il faut qu'on appelle ceux qui méritent d'être appelés. Okay. On ne peut pas quand même être champion d'Afrique et puis se permettre d'aller faire un match contre une équipe du Bénin. Ça, excusez-moi, entre guillemets. C'est vrai que c'est une équipe en reconstruction, mais après tout, c'est la Côte d'Ivoire quand même. C'est la Côte d'Ivoire quand même. Donc si on te donne la chance de discuter 45 minutes ou bien 50 minutes contre une équipe du Bénin, il faut être sérieux dans tout ce que tu fais. Il faut être sérieux, il faut être concentré. Et puis, il faut être concis dans ce que tu fais. Parce que ça y va aussi de la crédibilité de l'entraîneur. Après, demain, les gens vont commencer à tirer sur lui pour l'appeler ceci. Mais attends, quand on te donne la chance, il faut quand même savoir la saisir. Et Faye est averti, c'est un homme averti. Il sait ce qu'il vient de subir. Tout son staff, ils ont vu ce que les autres ont joué. Et je pense que ceux qui méritent de jouer contre l'Uruguay vont jouer contre l'Uruguay. On va revenir à notre titulaire habituel.
qui sont Franck Kessié, qui sont, comment il s'appelle, Ghislain Kona, qui sont notre défenseur, Kosonou, tous ceux-là vont revenir. Et puis les autres, bon, c'est bon, on vous a appelé et ça s'arrête là. Ah bon, d'accord. Oui, ça s'arrête là. Bon, on va poursuivre. De toute façon, Coach Alain, on va développer encore, ne vous inquiétez pas. On a un appelant, on a M. Fofana en ligne. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Je vais très bien, merci. Vous nous appelez d'où déjà? J'appelle de Dinago, précisément derrière Guibérois. D'accord. Bienvenue donc sur le plateau de la Grande Team. Et puis on vous écoute hein, par rapport à votre réponse. Après le match face au Bénin, des changements s'imposent-ils contre l'Uruguay? Bon, concernant le match de l'Uruguay, moi je pense que l'entraîneur doit pouvoir faire tout battre sur le match du Bénin. Parce que concernant l'équipe nationale, nous avons été champions d'Afrique. Ouais. Et aussi le niveau de jeu de l'équipe nationale au niveau contre le Bénin, moi je pense que ça n'a pas été trop à la hauteur pour une équipe championne d'Afrique. On ne pouvait pas non seulement faire un match nul avec le Bénin, ça aussi. Et il faut mettre beaucoup d'intention de jeu pour pouvoir battre, non seulement pas pour battre forcément l'Uruguay, mais pour avoir un bon niveau de jeu contre l'Uruguay. Voilà. Parce que quand on dit un niveau de jeu, il y a aussi le mental qu'il faut avoir. La dernière fois, vous avez posé la question, est-ce que la Côte d'Ivoire doit craindre l'Uruguay? J'avais dit au passage que pas pour craindre, mais il faut avoir un mental pour pouvoir affronter l'Uruguay. Parce que le mental fait aussi de l'homme un objectif et non un subjectif. Ok, d'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Fofana, pour votre participation. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonsoir à vous. À vous aussi. Sur la page Facebook de la 3, avant de prendre Roger Stéphane et Jean-Philippe sur le plateau, on a Eumon Tano qui nous dit « Faye MS, pour cette fenêtre, a sélectionné 25 joueurs qui sont tous performants et talentueux. Chacun dans son club. Il a essayé un groupe qui n'a pas tourné à bon régime. On n'a pas dit que les joueurs ont mal joué, mais que ce qu'on attendait d'eux n'était pas. Alors cette fois-ci, qu'il opère quelques changements tant au niveau des joueurs qu'au niveau des lignes, car cette équipe d'Uruguay est redoutable. On a aussi Akissi Liliane, Edith Kwaku, qui nous dit « Bonsoir à la Grande Team. Oui, bien sûr que les changements s'imposent à nous. Il faut titulariser Adingra, Oumar Diakité et si possible Amani Lazare. Il faut revoir notre milieu. Bonne émission à vous. » D'accord. Oui, Jean-Philippe, on vous écoute. À moi, je pensais que vous parliez de Roger Stéphane. Ok, j'étais en train de prendre quelques notes parce qu'il y a d'abord au niveau de la question de savoir si des changements doivent être apportés. Ben, je pense que déjà sur le plan tactique, FMS évolue en 4-3-3. Il n'a jamais changé son système de jeu. Peut-être au cours de match une fois, mais jamais à l'entame d'une rencontre. Il va affronter un entraîneur qui adore le 3-5-2, Mathieu Bielsa. Ouais. Il adore le 3-5-2. Et on sait que les milieux de cette formation uruguayenne sont assez physiques, ils sont assez rugueux. Nous, on a perdu de la puissance pendant ce regroupement parce qu'on a perdu Seko, on a perdu Sangaré Ibrahim. Et quand on regarde les milieux, le seul puissant qu'on a en termes physiques, c'est Kessié Franck. Parce que derrière Kessié, qu'est-ce qu'on a comme milieu de terrain? On a Kader Keita qu'on n'a pas pu voir à l'œuvre, le joueur de Cluj. Donc on n'a aucune idée de sa capacité à pouvoir tenir dans cette rencontre. On a Zoua Pakom qui est technique. On a Idrissa Doumbia qu'on a vu qui n'a pas également donné une grande satisfaction. Et on a Seri Jean-Michel qui, lui, une fois de plus, s'est complaint dans ses bourdes habituelles. On a Lazare Amani et puis on a Jérémy Boga. Donc on n'a pas suffisamment de puissance physique pour tenir dans un milieu, face à un milieu qui peut-être va se retrouver avec 5 joueurs. À moins que Bielsa veuille nous faire plaisir et évoluer en 4-3-3. Donc c'est déjà un élément à prendre en compte pour le sélectionneur ivoirien. Le problème du surnombre dans le milieu des terrains. Parce que s'ils sont à 5 contre 3, on risque de passer une mauvaise soirée. Donc ça peut l'amener déjà à changer son système de jeu. Maintenant, au niveau des hommes,
il est évident que pour cette rencontre, il est obligé de partir avec ses hommes de base. Donc, il est obligé de faire jouer Senghor, il est obligé de faire jouer Odilon Kosonou à côté de Ousmane Diomandé. Maintenant, on ne connaît pas l'état physique de Boli, qui est sorti sur blessure. S'il est disponible, pourquoi pas, mais c'est cette défense qui se dessine. Et puis de l'autre côté, Ghislain Conan qui n'a pas joué le premier match, qui pourrait revenir, qui devrait revenir, tenir son rôle, parce que Chester, pour moi, c'est encore un peu limite. Au niveau du milieu des terrains, c'est là où se situe donc ma principale inquiétude que j'ai soulevée tout à l'heure, parce que moi particulièrement, Serge Jean-Michel ne m'a pas convaincu. J'estime que la même bourde qu'il a eu à commettre face au Mali et qui nous a coûté le carton rouge au niveau de Odilon Kosonou, il est venu commettre la même bourde qui nous entraîne un but face à cette formation du Bénin. Je pense qu'avec son expérience, avec son âge, il devrait éviter ce genre de choses. S'il arrive à reproduire encore ces mêmes erreurs, il faut s'interroger son positionnement. Et je pense que c'est l'une des raisons qui avait poussé l'ex-entraîneur Gassé à le reléguer sur le banc de touche. C'est à lui maintenant de savoir qu'il a un rôle très important dans ce milieu de terrain-là pour éviter de créer ce genre d'erreur. Maintenant, il a commis une erreur, il va parler avec son entraîneur. Si il a un niveau de concentration suffisant, normalement, il devait tenir son rang devant la défense. Et s'il tient son rang, on aura caissé Franck. Moi, j'ai envie de voir un peu Amani Lazare, à cause de sa technicité, à cause de sa capacité à jouer entre les lignes, être titulaire sur ce match. Parce qu'on l'a utilisé généralement au bout de match, mais il a montré à chaque fois de très belles choses. Face aux Seychelles, il est rentré, il a marqué un but, il s'est montré intéressant. Et puis, on l'a vu également face à la RDC, où à son entrée de match, son entrée de jeu a été déterminant. Maintenant, au niveau de l'attaque, quelle attaque on va composer? Personnellement, je ne suis ni satisfait de Crasso, ni de Konaté, de Karim Konaté. Et je me dis que ces garçons-là, ils ne peuvent vraiment pas suppléer Sébastien Haller. Parce qu'ils ont eu le temps pendant la CAN au premier tour de montrer de quoi ils étaient capables. Ils ont eu le temps pendant les absences de Sébastien de montrer de quoi ils étaient capables. Ils ont toujours laissé les Ivoiriens sur leur faim. Donc moi, aujourd'hui, il y a un garçon qui a été repositionné en neuf, qui a la bonne taille, 1m85, qui est physique, qui peut essayer de bousculer la défense centrale uruguayenne, l'empêcher de monter, et Oumar Diakité. Il faut essayer de le remettre dans l'axe et puis faire jouer peut-être Jérémy Boga ou Nicolas Pépé sur un côté en compagnie de Simon Adingra. Moi, pour moi, ce serait le 11 idéal pour débuter cette rencontre pour essayer de contenir les Uruguayens. D'accord. Il a fait la compo, hein? Franchement. Il a fait la compo. Franchement. Voilà pourquoi je t'ai concentré tout à l'heure. Merci beaucoup, coach Jean-Philippe. On a un appelant. On a monsieur Aboulaye Fofana qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, et tous les autres. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Donc, bienvenue sur le plateau. Et puis, on vous écoute. On vous écoute. Merci à vous, merci à la toi de nous donner l'occasion de venir sur nos champions là. Je vous en prie. Alors, le coach, je voulais vraiment rebondir sur la réaction du coach. Il a dit, il y a un discours qu'il faut tenir. Ces gens-là étaient encore à la fête. Moi, apparemment, c'est ce que j'ai vu, hein. Monsieur Aboulaye, n'oubliez pas la question LGT, hein, ce pourquoi vous avez appelé. Je vous redonne la question. J'ai dit qu'il y a des changements à faire. Voilà, d'accord. Il y a des changements à faire au niveau des hommes. Moi, d'abord, il faut qu'on change, il faut qu'on nous montre ce que vaut exactement Amani. Ok. Voilà, Amani Lazare. Et puis, qu'on mette Kosonou et qu'on arrête de mettre celui qui perd les balles là, souvent dans l'acte là. C'est Jean-Michel. Oui. Voilà. Parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'il perd les balles et ça nous crée des problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas le repositionner ailleurs? Parce que l'Uruguay, c'est une autre dimension, c'est un autre niveau. Et puis, qu'est-ce qu'il faut changer encore? C'est le discours. Il faut que l'entraîneur remette les joueurs à l'endroit, qu'il remette les têtes à l'endroit. Parce que tous ces joueurs-là sont bons, hein? Mais le discours qui va les donner, c'est le changement que moi je souhaite. Vraiment qu'ils tiennent un discours costaud. Demain, pour ne pas qu'on ait la même copie devant le Bénin. Devant le Bénin, d'accord. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Aboulaye Fofana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après le match face au Bénin, des changements s'imposent-ils contre l'Uruguay? Pour l'instant, tout le monde est bien d'accord sur le fait que oui, des changements doivent s'imposer. Sur la page Facebook de la 3, on a Modeste qui nous dit oui, il y a des changements qui s'imposent. Que Faye titularise Adingra et Oumar Diakité en pointe, je préfère qu'ils mettent Konaté.
Concernant le milieu qu'il utilise, Amani Lazare, Kessié et Seri. Latéral, Sengo et Konan. Kosonou et Agbadou. Gardien, Yaya Fofana. D'accord. Bon, c'est son avis à lui. Roger Stéphane, on ne vous a pas encore entendu. Mais maintenant, tout le monde a fait le tour de la question. Il ne me reste plus grand-chose. Vous l'avez dit, hein, il ne vous reste plus grand-chose. Mais ce qu'il faut changer aussi, c'est la motivation. Il faut changer la motivation. Parce que tout ce qu'on dit là, si ce n'est pas encadré par une bonne motivation, on ne va pas y arriver. Parce que le Bénin était très motivé contre nous. Une équipe qui n'a pas joué depuis 4 mois, qui n'a pas joué la dernière CAN et qui joue le championnat d'Afrique, il y a une motivation supplémentaire. Donc la motivation doit changer des camps. Nous maintenant, on ne joue pas le même adversaire, on joue l'Uruguay, qui est 11e mondial, qui vient de gagner le Brésil et l'Argentine, qui a gagné 2 Coupes du Monde, qui a gagné 15 Copa América. Donc nous, on doit avoir une motivation supplémentaire, on doit être à 200% dans ce match-là face à l'Uruguay. L'autre élément, c'est la concentration. Il faut être concentré parce que ce match face au Bénin, on n'a pas été du tout concentré. On avait le sentiment qu'il y avait un air de fête et c'était vrai. L'affaire Gradel, la preuve, il a joué trop longtemps à mon avis. Dans l'affaire Gradel, on a fait la fête à Gradel. Bon, maintenant c'est fini, c'est oublié. La légende, merci, tu as consacré légende, merci. Maintenant, il faut jouer au football, il faut se reconcentrer. Se reconcentrer parce que ce n'est pas le même adversaire. On ne joue pas le Bénin comme on joue l'Uruguay. Si vous ne pouvez pas avoir la même disposition, donc on doit se mettre dans la disposition d'une équipe qui va jouer une demi-finale de Coupe du Monde, ou bien quart de finale de Coupe du Monde. Et puis, il faut soigner l'expression collective. Sur la CAN, il y a un miracle qui s'est créé dans notre équipe, et on a vu ça face au Sénégal et face au Mali. L'expression collective de l'équipe nationale était très belle. Une équipe qui avait envie, qui était harmonieuse, la machine était bien huilée, il y avait de la solidarité entre les garçons. On n'a pas vu ça, il faut retrouver ce sentiment-là. Et puis maintenant, sans vouloir donner des joueurs à FAMS comme l'a fait Jean-Philippe, moi je vais peut-être attirer l'attention sur ceux qui n'ont pas été bons. Parce que dans la composition de départ, il y a des garçons qui n'ont pas été très bons. Chester dans son couloir gauche, non, il n'a pas été très très bon. Seri Jean-Michel à la récupération, il n'a pas été très très bon. Jérémy Bogan, numéro 10, il n'a pas été très très bon. Crasso devant, il n'a pas été très très bon. Donc maintenant, c'est à FAMS, et je sais qu'il va y arriver, de regarder dans tout ça pour voir quels sont les garçons qu'il doit faire sortir pour ce match-là et quels sont ceux qu'il doit ramener. Maintenant, l'autre équation, c'est le système de jeu. Est-ce qu'on va jouer en 4-3-3 contre l'Uruguay? Est-ce qu'on va muter en 4-4-2 pour apporter du soutien au milieu de terrain? Ça aussi, c'est une grande interrogation. Je ne sais pas ce qui va se passer ou ce qui se passe en ce moment dans la tête de FAMS et ses collaborateurs et l'ensemble de son staff. Mais l'Uruguay, ce n'est pas le Bénin. Parce que le milieu de terrain uruguayen, si là-bas, on n'a pas du monde, rappelez-vous, le match amical face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud nous a écrasés au milieu de terrain. Ils nous ont mis en difficulté. Si on ne fait pas attention, le milieu de terrain va avoir le même problème face à l'équipe de l'Uruguay. Donc, c'est à faire, mais de regarder. Est-ce qu'on est obligé d'aller jouer en 4-3-3? Est-ce qu'on peut jouer avec 4 milieux de terrain pour gonfler un peu? C'est lui qui décide, mais je sais que vraiment, il y a beaucoup de changements à apporter dans cette équipe. D'accord. Coach Alain, des noms ont été cités. Hein. Vous ne voulez surtout toujours pas citer de noms. Non, moi, je vous, ça va. Ah non, on ne donne pas de noms. Okay. Non, Coach Alain, c'est différent. Lui, il ne veut même plus les voir en sélection. Nous, on dit qu'ils doivent être remplacés. Il n'y a pas de problème. Avançons. Bon, voyons déjà l'équipe probable proposée par la rédaction. On regarde. Oui, donc comme équipe probable, on a donc comme gardien de but Yaya Fofana, en charnière centrale Ousmane Diomandé et Odilon Kosonou, Ghislain Konan à gauche, Wilfried Sengo à droite. On a Franck Kessié et Seri Jean-Michel en sentinelle devant la défense. On a Lazare Amani en pointe haute. On a Simon Adengra à gauche, Omar Diakité à droite et Crasson en pointe. Voilà, donc oui, sur ce 11-là. Non, ce que je peux dire sur ce 11 rapidement, c'est que c'est vrai qu'on peut, à le voir positionné comme ça, on peut penser à un 4-3-3, mais en phase défensive qui peut se muer en 4-5-1 parce que Adengra et Diakité ont de gros volumes de jeu dans le couloir. Voilà, dans les couloirs en termes d'harcèlement. Donc ça peut être intéressant. Comme Roger l'a dit, ça va dépendre des consignes également de l'entraîneur au niveau du positionnement en phase défensive et ensuite au niveau de la projection en phase offensive. Parce que généralement, quand on joue comme ça face à une équipe et qu'on est en aspiration, quand on a le ballon, on a un circuit préférentiel de relance. Est-ce qu'on les active vers la droite pour libérer l'espace gauche et puis avec une transversale, donner de l'espace à notre ailier ou l'inverse? Donc ce sont des éléments sur lesquels l'entraîneur va devoir travailler avec ses garçons.
Et on a les probables retours d'Odilon Kosonou et aussi Ghislain Conan. Est-ce qu'ils vont finalement stabiliser la défense Balo? Oui, je l'ai dit déjà pour Odilon Kosonou, mais Ghislain Conan, oui. Ghislain Conan, pourquoi? Parce qu'il sera donc complémentaire en termes d'apport au niveau de la qualité de centre. Je pense que Wilfried Senghor a apporté beaucoup à ce niveau lors de cette rencontre. Il y a eu des centres de qualité qui ont été envoyés. Je pense que Ghislain Conan peut, dans l'apport offensif, quelque part, essayer de le suivre dans cette logique-là, mais également apporter aussi du dynamisme sur certaines phases offensives pour apporter le surnombre et surtout venir en soutien à Simon Adingra. Parce que je l'ai dit, ça a bien marché entre Oumar Diakité et Guéladoué. Il y a la possibilité que ça marche bien entre Ghislain Conan et Simon Adingra qui ont déjà des automatismes qui ont été suscités par rapport au match de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà offensivement ce que ces différents joueurs-là pourront nous apporter éventuellement. Et sur la page Facebook de la 3, on a Yao Saint-Marc qui nous dit oui, il faut la titularisation de Oumar Diakité, Sangaré et Lazare Amani. Lazare Amani, justement, quel serait son apport en milieu? Mais je pense que techniquement, Lazare Amani va essayer de soulager Franck Kessie et puis Serge Jean-Michel. Mais moi, j'aurais voulu que Oumar Diakité joue complètement en pointe, comme avant-centre, parce que quand on joue en face d'une équipe qui joue à 3 défenseurs dans l'axe, il faut un avant-centre, un baroudeur qui est là, qui peut garder à lui seul 2 défenseurs centraux, et ça va permettre à nos ailiers de rentrer pour soutenir le milieu de terrain et puis lancer les flèches comme le petit Amani Lazare qui va plonger dans le dos de l'adversaire, tout ça. Donc déjà, Oumar Diakité vient en pointe, ça sera déjà quelque chose d'exceptionnel. Et puis sur le côté, on met, comment il s'appelle, ton ami personnel. Ah bon? Non, Nicolas Pépé. Je pense que si on met Nicolas Pépé sur le côté, il fera quelque chose d'exceptionnel parce qu'avec son pied gauche, il a la possibilité de quitter à droite pour venir rentrer dans le milieu. S'appuyer aussi à Mani Lazare qui est très bon techniquement et tactiquement. Et là, ça pourra libérer, je pense, Oumar Diakité devant qui va vraiment s'exploser. Alors sur Adingra, bon, est-ce que Adingra est le patron de l'attaque? Ils n'ont pas dit ça. Le patron de notre attaque aujourd'hui, c'est Sébastien Haller. Ouais, c'est connu de tous, c'est le grand maître. Quand il est en pleine forme, on a vu ce qui s'est passé à la CAN. Mais par contre, Adingra, il peut être un seigneur dans son couloir. Il est ailier. S'il maîtrise parfaitement son côté et qu'il est percutant avec dribble, centre en retrait, parfois plongé, marqué, c'est suffisant. Il va apporter beaucoup. Il a fait ça magnifiquement à la CAN. Il est capable de faire ça encore. Donc c'est un garçon, on n'a même pas besoin de le positionner comme patron. Il y a un leader naturel qui est déjà là, qui est à l'heure, qui a d'ailleurs un très bon comportement, c'est un bon aîné, ça passe très bien. Je suis très d'accord avec le 11 de départ. Le 11 de départ, là, il est bon. Si la réalisation, on peut le ramener, on va voir. Mais par contre, on doit parler de certains garçons dans le 11 de départ. Parce que face au Bénin, ces garçons n'ont pas été très bons. Senghor Wilfried. On a le 11 de départ. Voilà, le 11 de départ. Alors, Senghor Wilfried et Ousmane Diomané en défense doivent élever leur niveau de jeu. Ils n'ont pas été très bons face au Bénin, un peu emportés par l'ensemble de l'équipe. Il faut qu'ils élèvent le niveau de jeu. Au milieu de terrain, il faut que Serge Jean-Michel également nous fasse ce qu'il nous a fait lors de la Coupe d'Afrique. À la Coupe d'Afrique, il a été très bon. Et c'est ce qu'on attend de lui, non le match qu'il a fait face au Bénin. Et puis sur le front d'attaque, il y a Crasso. Bon, Crasso, vous voulez le 11 de départ face à l'Uruguay, oui, ce 11-là n'est pas mauvais. Le 11 probable. Oui, ce 11-là n'est pas mauvais. Il est bon, il y a des choses dans mais seulement certains joueurs doivent rehausser leur niveau de jeu. Parce que sur le dernier match, ils n'ont pas été très bons. S'ils jouent comme ça, ils vont mettre l'équipe en difficulté. Maintenant, Crasso, sur le front de la table, Crasso, ça... Il est un peu dedans. On attend encore de lui. Il a fait quelques bons matchs amicaux avant qu'on ait à la CAN. On avait tous vu comme le remplaçant idéal de Sébastien Haller à la CAN. Ça n'a pas bien marché. Face au Bénin, il est trop lourd. Il est un peu nonchalant. Bon, il faut que lui aussi, il se mette un peu au niveau. Parce que quand même, autour de lui, il y a 2 garçons qui sont en pleine forme. Adingra est en pleine forme. Diakité Oumar est en pleine forme. Il faut que lui aussi, il aille au niveau de ces 2 garçons. Parce que tous ceux qui sont en train de dire d'emmener Diakité Oumar dans l'axe, ils n'ont pas tort. C'est parce que justement, Crasso et Konaté Karim sont un peu trop frêles que des gens disent pourquoi ne pas envoyer Diakité Oumar dans l'axe. Donc à eux de se réveiller, vraiment se révolter pour être au niveau des 2 garçons. Mais sinon, ce 11-là n'est pas mauvais. Mais maintenant, il va falloir bien jouer, vraiment très bien jouer son rôle face à l'équipe de l'Uruguay. Justement, vous l'avez dit, face à l'équipe de l'Uruguay, comment contenir ce milieu de terrain composé de Valverde, Ugarte et de la Cruz? Il faut se battre. Je pense que c'est le combat, oui. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de recette miracle. Oui. Je pense que
sur le combat en milieu de terrain, ce qui va compter, ce sont les duels, surtout la récupération. Au-delà du niveau intrinsèque des joueurs, au-delà du virtuose qu'on peut mettre en milieu offensif pour organiser le jeu, c'est d'abord la récupération, la bataille du milieu de terrain, ce sont les duels âpres, c'est la bataille de la récupération. Et à ce niveau-là, il va falloir être très combatif et endurant parce qu'on a des joueurs comme Federico Valverde, lui c'est monsieur 5 poumons. En tout cas, on le voit avec le Real Madrid, c'est quelqu'un dans la générosité, dans l'effort, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Sinon peut-être même au monde. Clairement, en termes de potentiel, et en plus, il a une valeur ajoutée, c'est qu'il a une magnifique frappe de balle. En plus de travailler comme un mort de faim au milieu de terrain, il a une magnifique frappe de balle. Il peut même se mettre au service en termes de passe, au service de son attaque. Donc, ça sera donc une bataille d'endurance et de récupération. Donc, pour moi, ils doivent se battre, c'est la combativité. Jean-Philippe, comment contenir ce milieu de terrain? Bon, comment la Côte d'Ivoire parvient à contenir généralement les milieux de terrain qui ont l'air d'être plus puissants que le nôtre, entre guillemets, c'est par notre jeu technique. Ouais. Ils sont puissants, mais nous sommes techniques. Nous savons faire circuler le ballon rapidement. Nous savons étirer ce genre de milieu de terrain en passant par les côtés. Et je pense que c'est de trouver les schémas préférentiels pour les désarçonner. Comment est-ce qu'on fait exploser ce milieu de terrain-là? On a, bon, malheureusement, on n'est pas là parce qu'on a deux centraux dans l'équipe de Côte d'Ivoire qui ont deux particularités différentes. Oui. Ndika, on a vu ses allonges pendant la CAN, magnifique. Quand on a un problème au niveau du milieu, il était capable, avec ses transversales, de trouver directement les différents ailiers. Et on a Odilon Kosonou qui sait créer le surnombre dans le milieu des terrains avec ses montées de balles. Donc on a Kosonou qui est présent, c'est sûr qu'il va apporter ce soutien-là à Kessié et Seri au cas où les duels deviennent trop rugueux pour notre milieu de terrain. Mais je pense que la bataille du milieu, on peut la battre si on fait tout pour conserver le ballon le plus longtemps possible. Parce que ces Uruguayens-là, entre guillemets, excusez-moi le terme, ils sont un peu vicieux dans le football. Et avec leur qualité technique, leur frappe de loin et autres, ils peuvent nous mettre rapidement en danger. Donc pour moi, il faudrait éviter d'aller au contact physique, d'essayer de jouer les duels avec eux. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Ils vont nous dominer dans ce domaine-là. Donc, on doit jouer notre jeu naturel, qui est fait de petites balles ou de jeux techniques où nos milieux sont capables, voilà, et où nos milieux sont capables d'éliminer un contre un. Quand cela est nécessaire, c'est comme ça qu'on pourra les désarçonner. D'accord. Pour vous, il faudrait un jeu très technique du côté de la sélection ivoirienne. Oui, coach Alain. Je serais très heureux de voir ce duel entre Franck Kessié et puis Valverde. Ça va nous rappeler un peu. Franck Kessié va souffrir, hein? Ça va nous rappeler un peu le Barça Real. Mais je suis sûr que Franck Kessié. Mais dans le Barça Real, Kessié, c'est très. Oui, je suis sûr que Franck Kessié va faire mordre la poussière à ce Valverde parce que c'est un enfant de. On l'espère. Après tout, c'est quelqu'un qui sait élever le niveau de jeu, c'est quelqu'un qui sait montrer le jour où on a besoin de lui. Il va sortir le grand Franck Kessié ce jour-là. Il va falloir que Seri Jean-Michel essaie d'être au même niveau que Kessié et puis ça va libérer le petit Amani Lazare qui va faire un match exceptionnel. S'il joue vraiment. S'il joue, il va faire un match exceptionnel. S'il joue, effectivement. Ça dit que le coach parle comme un supporter. Hein, non, je parle parce que c'est son avis. Oui, mais parce que Valverde, quand même, c'est du très haut niveau. Mais Kessié a des grandes différences aussi. Je ne nie pas, mais là, c'est Barcelone. Ne parlez pas en même temps. Valverde, c'est vraiment du haut niveau. C'est du haut niveau, on n'est pas très loin du top mondial avec ce garçon, ce qu'il fait avec l'équipe du Real de Madrid. Mais moi, je dis qu'au milieu de terrain, je polémique avec beaucoup de personnes sur ça. Le milieu de terrain, ce n'est pas forcément de la bagarre dans la récupération. C'est peut-être le placement. La bonne récupération des balles, c'est le placement. C'est le sens du placement et de l'anticipation. Vous pouvez avoir un milieu de terrain qui n'est pas très physique, mais qui peut récupérer les ballons. Xavi, Iniesta et Busquets étaient dans le milieu de terrain du Barça. Ils avaient leur philosophie de jeu. Ils n'étaient pas durs sur les garçons, mais ils avaient le sens du placement. Ils prenaient le ballon. Donc, on peut jouer dans cette intelligence-là. Serge Jean-Michel, il peut avoir cette intelligence. Il est très fin. Ça lui arrive très bien. Il peut faire ça. Maintenant, après, c'est les sorties de balles rapides. Kessié ne doit pas trop porter le ballon. Il faut le sortir rapidement. Jouer à 2, jouer à 3, s'appuyer sur un coéquipier, faire des appels à des balles, des dédoublements. C'est ce qu'il faut faire. Parce que si Kessié, il veut prendre ses longs ballons, partir de derrière, etc., il risque de se mettre en difficulté face à des garçons comme Valverde. Donc, il y a des options. Il faut jouer simple.
Il faut jouer juste, il faut jouer au collectif, il faut avoir le sens du placement, il faut libérer le ballon, il faut le faire tourner. À ce rythme-là, on peut peut-être réussir à contenir ce milieu de terrain de l'équipe de l'Uruguay. D'accord, très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. À l'issue, justement, de ce match contre le Bénin, le sélectionneur Emes Faye et Ouma Diakité aussi se sont exprimés au micro. On les écoute. Match toujours difficile, les matchs de reprise après Cannes, surtout quand vous avez gagné la Cannes. Donc on savait que ça allait être un match difficile. En plus, il y avait aussi l'événement de Max qui était aussi important pour nous. Donc on est content de ne pas avoir perdu, parce que ça aurait été gâcher la fête de perdre ce jour de dernier match. De Max. Merci à eux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'ils continuent de nous soutenir. Et mardi, ensemble, on va réaliser de grandes choses. Mardi, on sera prêt. On va faire un bon résultat. À l'impression sur ces réactions, coach Alain? Écoutez, ça sent qu'il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de sérénité. On sent que les garçons ont envie de montrer quelque chose de différent de ce qu'ils ont monté face au Bénin. Comme je le dis, face au Bénin, il y avait un peu de fête dedans. Mais aujourd'hui, ils sont conscients qu'ils auront le Hugo en face. Ils vont montrer à toute la nation que c'est la Côte d'Ivoire après tout. Et puis la Côte d'Ivoire, quand même, est une grande nation de football. Bien sûr. Donc, oui, Jean-Philippe. Aujourd'hui, le niveau d'un garçon comme Diakité Ouma, même dans le relâchement, on sent que le garçon veut toujours faire la différence. Là, il était autant relâché que les autres. Pourtant, le relâchement des autres a été préjudiciable à l'équipe nationale. Donc, c'est-à-dire qu'on peut jouer une rencontre, comme le coach l'a dit, rencontre de reprise, on ne se met pas trop de pression, mais quand on est sur le terrain, en ne se mettant pas énormément de pression, on doit avoir la pression juste pour pouvoir s'imposer à l'adversaire. Ce n'est pas parce qu'on ne se met pas de pression qu'on va se permettre de perdre des balles alors qu'on sait qu'il n'y a personne derrière et autres. Ça, en tout cas, pour le standing de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont des choses qui ne doivent plus arriver. Et pour terminer, le coach leur avait dit une seule chose pendant la CAN. Il leur avait dit, après le match face au Sénégal, je crois, qu'on avait atteint un certain niveau et qu'il fallait à minima le maintenir ou l'élever. Et ce qu'on a vu là, face au Bénin, ce sont des garçons qui ont oublié les fondamentaux qu'ils ont acquis pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils peuvent juger que nos propos sont très durs vis-à-vis d'eux pour un match amical, mais c'est parce qu'on estime, connaissant très bien l'esprit de l'Ivoirien, que si on continue de les adouber dans ce sens, ils sont capables de s'oublier. Ils ont atteint un certain niveau, il faut qu'ils essaient de maintenir ce niveau-là. Peu importe l'adversaire qu'ils vont croiser, une rencontre de football, on peut la perdre, on peut faire nul, on peut la gagner, mais c'est dans le contenu, dans l'appréciation du niveau d'engagement. À la fin de la rencontre, on dit « Ah, vraiment, l'adversaire était plus fort que nous, raison pour laquelle on a perdu. » Mais ce qui s'est passé face au Bénin, le coach l'a dit, on espère que c'est un match de reprise et qu'ils ont conscience que dès demain, ils devront se remettre en mode, pas commando, mais au-delà même du commando. Très bien. Justement, l'équipe adverse, l'équipe du Bénin, on a eu le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, qui s'est également livré, qui a livré son analyse du match éléphant-guépard. On regarde. Je repense avec plaisir à nos différentes émissions et nos analyses d'après-match avec tous ces événements pendant la CAN, une très belle CAN de l'hospitalité. Après ce match contre les éléphants, mes joueurs étaient fiers d'avoir accroché ce match nul contre une si belle équipe. J'ai trouvé les éléphants bien, en pleine confiance. Ils étaient obligés de changer un peu l'équipe à cause de quelques absents. Et nous, on a été conquérants, on était bien dans le match. On a pensé aussi à offrir un cadeau à Max Gradel pour son dernier match sous forme d'un coup franc qu'il a pu transformer. Et du coup, malgré ces 2 buts qu'on a encaissés, on est très content d'en avoir mis 2 aussi et de les avoir bougés un petit peu, comme on dit. Voilà, les éléphants étaient quand même euphoriques au début. On les a sentis, mais on a réussi à marquer le premier but et ça les a un peu refroidis. Voilà, ensuite, le match qu'ils vont faire contre l'Uruguay, je crois que ça va être un match très chaud également, contre une des plus belles équipes d'Amérique du Sud. Et je crois que la Côte d'Ivoire aura envie certainement aussi de se frotter à des équipes de notre continent en vue d'une éventuelle qualification à la Coupe du Monde. Voilà, on le leur souhaite. Et nous, si jamais on doit faire nos matchs à domicile à Abidjan, je pense que c'est une possibilité. Apparemment, eh bien, on sera très heureux de retrouver la Côte d'Ivoire.
Voilà, c'était donc coach Gernot Rohr qui était consultant justement sur la 3 pendant la CAN, coach qui est très satisfait en tout cas de la prestation des Guépards. Oui, et lucide sur le déroulé du match. Il a dit qu'il nous a senti euphorique en début de rencontre. Ça prouve que ces joueurs n'ont pas paniqué. Il a su l'insuffler aussi, ce message-là, pour leur demander de garder le calme, de laisser passer la tempête. Et ils ont su le faire avec cette ouverture du score-là sur, certes, une erreur de Jean-Philippe Grasso, mais ils ont su aller la chercher aussi en commençant bien leur match. Donc, véritablement, il était lucide sur son point de vue en ce qui concerne le match. Après le match face au Bénin, des changements s'imposent-ils contre l'Uruguay? Écoutons le public sportif ivoirien. Je crois que si j'étais à la place de l'entraîneur, je faisais jouer Nicolas Pepe, Oumar Diakité, Nicolas Pepe sur le côté, Oumar Diakité en pointe et Simon Dengra sur le côté. Et le milieu, je faisais jouer Odino Kosonou, milieu récupérateur, Amani Lazare et Franck Kessier. Et nous jouons en 4-3-3. Maintenant, en défense, Ousmane Dimandé et Ghislain Collant avec Wifi Senghor et puis Wifi Boni dans le trick. Je pense qu'avec la même équipe et les mêmes joueurs, nous ferons vraiment un résultat positif, surtout avec le nouveau coach que nous avons. Voilà, M. Ahmed Faye. Voilà, il connaît bien les joueurs, il sait quel joueur il faut. Et aussi, il y a un handicap au niveau de notre équipe, c'est-à-dire que l'absence de Sébastien, y compris les autres aussi qui sont absents. Mais ceux qui sont là déjà, ils peuvent faire vraiment une différence, une grande différence face à l'équipe uruguayenne. Il faudrait renforcer plus l'attaque. Bon, là, c'est à la deuxième équipe, je pense que, mine de rien, on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent match nul. On partait sur la victoire de la Côte d'Ivoire, mais disons que celui contre l'Uruguay, il faudrait vraiment booster l'effectif. Bon, la session est déjà faite, donc ça aurait été intéressant d'avoir l'équipe complète pour pouvoir prouver encore une fois de plus que vraiment la Côte d'Ivoire mérite sa troisième étoile. On doit pouvoir, nous, au niveau de la défense, nous donner une belle prestation. Et au niveau du gardien aussi, c'est vrai que Yaya Fofana est un très bon gardien, il fait ce qu'il peut faire, mais il doit encore donner plus de conviction aux Ivoiriens. Max Alain Gradel a enfilé pour la dernière fois la tunique des éléphants. Donc, retour sur les temps forts de la cérémonie organisée au cours du match contre le Bénin. On regarde. Regardez, la standing ovation dans tout le stade. Oui. Joueur béninois et ivoirien. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, que c'est beau. C'est beau. Ah oui, la légende. Oui. Et il a tout fait pour marquer. Il a prouvé l'étoffe qu'il incarne, l'étoffe du champion. Voilà. Il donne le brassard. Il va remettre le brassard à Kessier, sûrement. Et voilà. On a pris au moins 2 petites minutes pour dire merci à Gradel, voilà. Non, en tout cas, merci. Merci pour tout. Bien chercher le brassard. Et voilà. Max Alain Gradel. Belle carrière en sélection. 2 cannes. Oui, moi, je me rappelle encore de ce but face au Camerounais, le 1-0. C'est en 2015. Bien sûr, et regardez. Et voilà le trophée. Le symbole d'une carrière réussie. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Allez, j'espère qu'il ne va pas couler des larmes. Je pense que c'est déjà fait. Voilà, il remet le brassard. Voilà. Beau passage de flambeau. Oui. En tout cas, bravo, messieurs, bravo. C'est un grand monsieur. Continue le boulot. Il garde bien le trophée, hein, le président de la FIFA. Ça fait plaisir. Et voilà. Le jeu va reprendre. Côte d'Ivoire 2, Bénin 2. Donc, je suis très content. On aurait préféré avec la victoire, mais bon, un match nul aussi, c'est pas à négliger, c'est bien.
aussi avec une Coupe d'Afrique, un commentaire? Oui, Coupe d'Afrique, vous savez ce que cela représente pour les joueurs de gagner des trophées, et surtout une Coupe d'Afrique, et surtout à la maison. C'est spécial et je ne pouvais pas demander plus que ça. Je suis très content. Vous pouvez partir tranquille? Ah là, je pars tranquille avec le sentiment de devoir bien accompli et je suis très content. Voilà. C'est la grâce de Dieu, comme on dit. Voilà. En plus, finir avec un but, c'est magnifique. Je suis très content et je rends gloire à Dieu pour tout ce qui m'a permis de réaliser. Et je suis très content. Et la suite de votre carrière de footballeur? Oui, j'ai un contrat en club que je compte honorer. Je vais prendre du plaisir avec mon club et essayer de profiter au maximum avec ma famille. Et voilà, prendre du plaisir en club et avancer. 2015 et 2023, Cannes à domicile. Ça, c'est magnifique, juste magnifique. Voilà, c'était donc un très bel hommage pour Max Alain Gradel. Oui, Roger. Bon, c'est agréable de l'entendre, ce Max Alain Gradel. Parce que finalement, ça doit être la légende. Hein. Il a fait 14 ans en sélection. C'est rare. 113 sélections. C'est rare. 18 buts. Non, il y en a qui ont fait. Mais si tu colles les éléments, ça fait beaucoup pour lui seul. Hein. Il a 18 buts. Il a 3 finales de Cannes. Il a gagné 2 Cannes. Alors, c'est un exemple de longévité, de performance et d'exemplarité. Ça fait beaucoup pour ce garçon. C'est peut-être la légende. En tout cas, merci beaucoup, champion. Merci beaucoup, Max Alain Gradel. Et merci aussi à vous, messieurs. C'est la fin de la grande team ce soir. Merci, Roger Stéphane. Merci, Jean-Philippe. Merci, coach Alain. Merci, Ballot. Merci, très chers téléspectateurs. Voilà, rendez-vous est donc pris du lundi au vendredi, 20h30 à 22h. On se retrouve donc demain en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.